Ok. Ouais, ouais. Bon, on va commencer dans 2 minutes. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde si le sujet intéresse. Voilà. Quelle heure il est? Donc on se donne jusqu'à 14h05. Voilà. Parce qu'a priori, il y a un timing qui est à respecter, qui est assez précis. Oui, ça marche. Ok. Bon, écoutez, on va commencer, hein. Écoutez, bienvenue pour cette conférence PAC 2023-2027. Donc, elle porte bien son nom. Quel changement donc, pour les exploitations? Donc, c'est une conférence qui est organisée par le Conseil, la Confédération générale agricole. Et donc voilà, à ce titre, j'interviens. Donc moi, je travaille pour la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Donc j'ai plusieurs missions et une de mes missions, c'est d'accompagner les exploitations agricoles sur la thématique de la PAC, donc essentiellement à travers l'accompagnement à la déclaration PAC. On en fait à peu près 20% à peu près des déclarations du Vaucluse. Et puis effectivement, en période avant une réforme, donc par rapport à la réforme qui s'annonce là au 1er janvier 2023, l'idée c'est d'accompagner aussi les exploitations donc, pour expliquer les changements, les principaux changements à venir. Et puis pour voir, c'est pas juste les expliquer, c'est d'une part les expliquer, les comprendre, et d'autre part pouvoir, à l'échelle de l'exploitation, anticiper en fonction des nouveaux dispositifs. Donc a priori, on a 1 heure, parce qu'à la suite de cette conférence, il y en a une seconde, qui est une conférence avec 4 députés européens, toujours sur cette thématique, mais voilà, là avec un angle complètement différent. Et donc il faut qu'on ait libéré la salle à 15h, 15h, 15h15. Donc on a 1 heure de présentation, questions comprises. Donc ça peut être un petit peu rapide compte tenu du sujet qui peut être vaste et complexe. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais faire aussi, voilà, c'est une présentation qui est à l'échelle de l'exploitation, hein, donc qui a pour objectif de présenter les principaux changements et dispositifs et comment anticiper et prévoir les éventuelles adaptations pour les exploitations agricoles. J'ai une première diapo quand même, qui présente quand même le contexte général dans lequel s'est fait la réforme, le contexte européen. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, la PAC est influencée et a été influencée par ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, avec des objectifs qui ont été fixés à horizon 2030. Et c'est une stratégie en fait transversale de l'Union européenne qui vise à intégrer des objectifs environnementaux dans l'ensemble des secteurs économiques européens. Et donc évidemment, la PAC en fait partie. Donc il y a 2 stratégies, je les cite pour information, la stratégie de la ferme à la table et la stratégie biodiversité, qui fixent en fait des objectifs, hein. Il y a des objectifs en termes de réduction de produits phytosanitaires, de vente d'antibiotiques, et en termes de biodiversité, des pourcentages de surface agricole constitué de particularités topographiques à haute diversité biologique à atteindre. Et donc voilà, ce contexte global au niveau de la Commission européenne, donc la révision de la PAC s'est faite dans ce contexte-là, avec l'élaboration de ce qu'on appelle un PSN, un plan stratégique national, qui a été approuvé au 31 août 2022.
Donc maintenant, ça permet effectivement de communiquer de façon un peu plus certaine sur les nouveaux dispositifs à venir. Les principales évolutions, et ce sur quoi je vais insister là pour ces quelques minutes, c'est tout d'abord l'éco-régime qui remplace en fait l'aide verte, la poursuite du principe de convergence des DPB et la conditionnalité qui est renforcée. Donc c'est vrai que s'il y a vraiment 3 points à retenir, 3 points assez forts à retenir, c'est vraiment ces grandes évolutions. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc les principales évolutions envisagées concernent la notion d'agriculteur actif. Donc là, il y a une définition à bien prendre en compte pour certaines exploitations qui peuvent... donc ça, je vous en dirai un peu plus. La convergence des DPB, des droits à paiement de base, et la nouvelle aide, ce qu'on appelle les éco-régimes, l'éco-régime. Donc je vais aussi vous présenter les aides couplées, les quelques évolutions. La nouvelle conditionnalité renforcée, c'est vrai que ça, j'ai fait quelques présentations auprès d'agriculteurs et c'est vrai que cette conditionnalité, elle porte bien son nom, hein, elle est effectivement renforcée avec de nouvelles exigences et qui peuvent effectivement amener amener les exploitations à bien anticiper pour être conformes en fait à ces exigences de la conditionnalité. Et puis enfin, un petit zoom sur les aides du second pilier, mais pour lesquelles en fait, il y a une relative stabilité. Alors, là j'ai fait une présentation. C'est juste pour avoir en fait une cartographie ou une photographie de l'exploitation. Alors là, il faut bien lire le haut de la diapo, 2015-2022. C'est juste en fait pour resituer un peu tous les dispositifs d'aide qui existent, qui peuvent être demandés par une exploitation lors de sa déclaration PAC. Donc une exploitation, elle a une surface, cette surface, cette SAU, elle se transforme, ou en tout cas à l'issue de la déclaration PAC, on est déterminé une surface admissible. Une exploitation a des DPB, des droits à paiement de base, en portefeuille. Et aujourd'hui, donc, il y avait une aide verte. Et si elle avait 3 critères, elle avait cette aide verte. Si elle répondait favorablement à ces critères-là. Le paiement redistributif, le paiement JA, des aides couplées animales et des aides couplées végétales, l'ICHN, les MAEC et l'aide à la conversion à l'agriculture biologique et l'assurance multirisque climatique. Donc ça, voilà, c'est une diapo qui permet de dire une exploitation, elle peut demander l'une ou l'intégralité des différents dispositifs. Donc j'ai remis en bas que les aides PAC sont soumises aux règles de la conditionnalité. Donc ça, c'est voilà, quelle que soit l'aide qui est demandée, l'exploitation doit respecter les exigences de la conditionnalité. Donc qu'est-ce qui va changer à partir de 2023, à partir du 1er janvier 2023 ? Et ben en fait, c'est là où j'ai donc l'exploitation, donc elle a une surface, elle va toujours déclarer ses surfaces, on va déterminer une surface admissible. Elle va toujours avoir un portefeuille de DPB. Le portefeuille de DPB le nombre et la valeur, le nombre ne va pas changer. Et ce qui va changer considérablement, effectivement, c'est l'introduction de l'éco-régime. Et si vous avez noté la subtilité entre la précédente diapo et celle-ci, c'est que l'éco-régime pourra être, payé sur l'intégralité de la surface admissible. Donc c'est la différence en fait avec le paiement vert, donc du système actuel où c'était proportionnel, c'était en lien avec le nombre de DPB. Les éco-régimes, le fait d'avoir un DPB permettra d'avoir l'éco-régime sur l'intégralité de la surface admissible. Donc ça, c'est vraiment un des changements majeurs.
Le paiement redistributif qui est comment dire, le soutien pour les plus petites exploitations jusqu'à 52 hectares. Et là aussi, donc un des changements importants, c'est de dire que l'exploitation pourra bénéficier du paiement de l'aide redistributif sur les 52 premiers hectares à partir du moment où elle a un DPB ou une fraction de DPB. Donc c'est vrai qu'on me pose des fois la question, faut-il atteindre un DPB? Est-ce qu'une fraction de 1, ça fonctionne? A priori, ça fonctionne. Le paiement JA, donc là aussi un changement majeur au niveau du paiement JA, c'est-à-dire que c'est un paiement qui va être paiement JA qui va être forfaitaire. Donc là encore, il faudra avoir un DPB pour pouvoir bénéficier si l'exploitant, soit aussi bien l'exploitation individuelle ou la société avec un JA, pourra bénéficier de l'aide complémentaire jeune agriculteur si elle a au moins un DPB, et c'est un forfait et non plus calculé sur un nombre d'hectares. Et le forfait, il est déterminé à 4 469 €. Mais j'ai des diapos qui le détaillent après. Donc ça, c'est vraiment voilà, les éco-régimes. Et on va voir, c'est quoi, qu'est-ce qui se dessine derrière ces éco-régimes, qu'est-ce qu'il faudra que l'exploitation obtienne en termes de soit d'assolement, de certification ou d'infrastructures agroécologiques pour pouvoir bénéficier de l'éco-régime. Donc les aides couplées, avec une évolution des aides couplées, une évolution avec l'introduction de 2 nouvelles aides couplées, l'aide couplée au maraîchage petite structure. Donc ça a été effectivement l'idée, c'est de pouvoir en fait que les petites surfaces, c'est-à-dire les petites surfaces jusqu'à 3 hectares de surface admissible et avec 0,5 hectares de maraîchage puissent bénéficier aussi d'une aide couplée. Et puis une aide aux légumes secs. Après, tous les autres dispositifs sont maintenus. Je ne ferai pas un zoom là sur la partie animale, mais les aides couplées animales, ovines et caprines sont maintenues. Il y a quelques petites évolutions. Il y a une grosse évolution concernant l'aide aux bovins allaitants ou laitiers, mais ça par contre je ne rentrerai pas dans le détail parce que on ouvre encore un autre tiroir qui prendrait bien 1 heure pour expliquer. L'ICHN est maintenu, donc la seule chose c'est que le seuil en fait du GB est passé de 3 à 5. Les MAE, elles sont en cours de construction. La conversion à l'agriculture biologique est maintenue, toujours des contrats sur 5 ans, et l'assurance récolte sera toujours, donc elle est en cours de construction aussi, mais on sait qu'il y aura une prise en charge toujours partielle de la prime d'assurance. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer voilà, la photographie globale des évolutions pour bien comprendre où sont les différences, où sont les nouveautés surtout. Et là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. La définition de l'agriculteur actif, donc il y a des évolutions. Ça peut, c'est pour certaines exploitations, ça sera peut-être un frein pour certaines exploitations. Alors, pour la personne physique, je vais le lire ici. Pour une personne physique, si l'âge inférieur à 67 ans, ou si la personne physique a plus de 67 ans, ne pas faire valoir ses droits à la retraite. Non-cumul d'une retraite et des aides de la PAC. Et être assuré pour son propre compte contre les accidents de travail et maladies professionnelles sous le régime de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Il s'agit donc de l'ATEXA. Donc là, ça veut dire qu'un cotisant solidaire aujourd'hui a toujours la possibilité de déposer une demande d'aide PAC. Pour la personne morale, donc il faut qu'au moins un associé respecte la condition fixée pour une personne physique. Après, pour les sociétés sans associés cotisant à l'ATEXA, effectivement, là, il y a un petit, c'est pas un petit, mais il y a effectivement une vigilance à avoir par rapport au statut
des différents associés, ou des salariés, le ou la dirigeant doivent relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des dirigeants salariés minoritaires en capital, dirigeants de SAS. Donc ça, c'est effectivement pour toutes les sociétés sans associés exploitants. Donc il faudra bien regarder effectivement qui dans la société relève de ce régime-là, qui fait que la société sera agriculteur actif au sens de la PAC. La définition du jeune agriculteur évolue également. Donc pour être jeune agriculteur au sens PAC, il faut que l'agriculteur soit actif, donc voir la précédente slide, avoir moins de 40 ans. Voilà. Et au niveau de la formation, avoir un diplôme agricole de niveau 4. Donc aujourd'hui, il fallait avoir un diplôme de niveau 4 et non pas un diplôme agricole de niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau bac. Donc ça change les conditions d'éligibilité du jeune agriculteur au sens de la PAC. Si le jeune agriculteur ou le prétendant jeune agriculteur n'a pas de diplôme agricole de niveau 4, alors il a un diplôme inférieur de niveau 3, CAP, BEP, et il a une expérience professionnelle, professionnelle d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au moins 24 mois au cours des 5 dernières années, ou s'il n'a pas de diplôme, une activité professionnelle de 40 mois au cours des 5 dernières années dans le secteur de la production agricole. Donc voilà pour 2 définitions quand même importantes, parce que ça conditionne quand même pour l'agriculteur actif, ça conditionne ça conditionne de bénéficier ou non des aides PAC. Alors concernant les aides découplées, c'est des aides qui ne sont pas liées à la production. Donc aujourd'hui, pour une exploitation qui dépose un dossier PAC, qui a des DPB en portefeuille, donc elle va continuer à avoir le même nombre de DPB, il n'y aura pas de création de DPB, comme ça avait pu être le cas en 2015 avec la précédente réforme, où il y avait eu une transformation du nombre de DPU, une ventilation de la valeur des DPU sur l'intégralité des surfaces admissibles. Donc là, les DPB, une exploitation à 15 DPB en 2022, elle continuera à avoir 15 DPB en 2023. Donc il n'y aura pas de recalcul des DPB au-delà de la convergence et des évolutions budgétaires. Ça veut dire que la valeur du DPB va évoluer légèrement à partir de 2023, mais en lien avec l'augmentation de l'enveloppe dédiée au DPB. Donc ça, remonter des DPB en réserve, sinon activés durant 2 années consécutives, ça ne change pas. C'est déjà le cas actuellement. Et puis des transferts de DPB possibles sans besoin de justifier d'un transfert de foncier. Et puis pas de prélèvement sur les transferts de DPB sans foncier. C'est-à-dire que quand une exploitation A transfère des DPB à une exploitation B sans foncier, il y avait un prélèvement de 30%. Donc là, il n'y en aura pas. Et puis après, donc là je l'ai mis en rouge, 2 étapes de convergence. 2023-2025, l'idée en fait c'est la poursuite de la précédente réforme de faire converger les DPB, les aides à l'hectare, vers une valeur cible, vers une valeur moyenne. Donc bien entendu, il y a des convergences qui sont plutôt à la hausse et certaines à la baisse, selon en fait le point de départ de l'exploitation, en fait selon la valeur faciale du DPB. Il y aura toujours des programmes réserves jeunes agriculteurs et nouvelles installées. Donc juste une diapo pour comprendre. Alors les couleurs sont un peu transformées. Juste pour comprendre, en fait, là, vous avez trois colonnes. Donc à gauche 2022, au milieu 2023. 2024, 2025, 2027. Enfin, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est qu'il va y avoir des DPB qui vont converger à la hausse, comme je le disais, et puis des DPB qui vont converger à la baisse. Sur ce point-là, à l'échelle de l'exploitation, il n'y a pas
tellement d'anticipation ou d'adaptation à voir, c'est vraiment mathématique, ce calcul, il va se faire. Il n'y a pas de marge de manœuvre, parce que ça dépend vraiment de la valeur initiale du DPB. Donc il y a des calculateurs, il y a des simulateurs qui permettent en fait de dire voilà, comment vont évoluer les DPB de 2023 à 2027. Donc ça, il faut laisser faire, j'ai envie de dire, la machine quand elle fait mieux que nous. Voilà. Ensuite, concernant l'aide redistributive, donc il y a les DPB, on a vu qu'il y avait les DPB, il y a l'aide redistributive. L'aide redistributive, le paiement sur les 50 premiers hectares admissibles, si activation d'un DPB. J'aurais dû le mettre en rouge, voilà, si activation d'un DPB. Donc ça, c'est vraiment le changement. Il fallait avoir autant de DPB pour activer en fait le paiement redistributif. Là, il suffit d'en avoir un. Et le montant, il ne change pas, il est de 48 € hectare et transparence des GEC. Le paiement jeune agriculteur, là, il est forfaitaire, comme je le disais tout à l'heure, donc je rentre un tout petit peu plus dans le détail. Donc il faut, là encore, comme l'éco-régime, comme l'aide redistributive, détenir au moins un DPB. Il faut être jeune agriculteur au sens de la définition précédente, être dans sa première installation et puis demander cette aide jeune agriculteur l'année civile de son installation ou dans les 4 années suivant sa première demande PAC. Et le montant, c'est un forfait, 4 449 € par exploitation pendant 5 ans avec la transparence des GAEC. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et pour les sociétés, au moins un associé répond à la définition de jeune agriculteur. Et donc les agriculteurs bénéficiant du paiement en faveur des GIA de la programmation précédente et qui n'auraient pas fini les 5 ans pourront en fait bénéficier de cette aide complémentaire jeune agriculteur durant les années restantes pour le nombre d'annuités restantes, même s'ils ne remplissent pas les nouvelles conditions, notamment en termes de diplôme. Donc voilà, après, donc l'éco-régime. L'éco-régime, je disais tout à l'heure que c'était vraiment un peu le changement, un peu le noyau dur, un peu des aides découplées et le changement majeur. Les exploitations, quand elles vont faire en fait quand elles vont déposer une déclaration PAC en 2023, pour pouvoir bénéficier de cet éco-régime sur l'ensemble des hectares admissibles de l'exploitation, il faudra qu'elles choisissent une des 3 voies. La voie 1, il y a 3 voies qui ont été... en fait, il faut comprendre 3 voies comme 3 possibilités. La voie 1, la voie 2, la voie 3. La voie 1, les pratiques agricoles. La voie 2, la certification. Et la voie 3, les infrastructures agroécologiques. Donc je rappelle, et ça c'est vraiment important, surtout pour des exploitations qui n'avaient pas forcément historiquement des DPB sur l'intégralité de leur exploitation, de leur surface admissible. Donc il y a le paiement de cet éco-régime se fait sur l'ensemble des hectares admissibles de l'exploitation, même ceux non couverts par un DPB. Il faut au moins activer un DPB. Donc ça c'est vraiment... l'éco-régime en fait va permettre, donc à travers les différentes voies, permet de voir quelle est la pratique en fait à l'échelle d'une exploitation. Donc c'est pour ça, c'est parce que ces pratiques vont être, ces voies vont permettre de voir à quel, de voir en fait, voilà, c'est l'échelle de l'exploitation. Je m'en mêle les pinceaux. Donc la voie 1, la voie 2, la voie 3. La voie 1, les pratiques agricoles. Donc vous voyez en rouge, c'est où. C'est-à-dire que chaque exploitation devra choisir l'une des voies et chaque année, elle pourra changer de voie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'en 2023, elle aura choisi la certification qu'en 2024, elle ne choisira pas la voie des pratiques agricoles. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière quel est l'enjeu en fait? L'enjeu, c'est qu'il y a 2 niveaux. Pour chacune des 3 voies, il y a 2 niveaux. Niveau 1 qui est estimé, c'est des estimations à 60 € l'hectare, et le niveau 2, 80 € l'hectare. Et un niveau 3 qui a été défini à cet été pour le bio, à 110 € l'hectare.
Donc si je prends la voie des pratiques agricoles, il faudra que sur les terres arables de l'exploitation, les prairies permanentes de l'exploitation, les cultures permanentes de l'exploitation, donc la prochaine diapo va permettre de détailler qu'est-ce qui se cache derrière les pratiques agricoles. La certification, c'est simple, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre. Le niveau 1 de la voie de certification, c'est la certification environnement 2+. Donc là, j'en dirai pas plus parce qu'on attend en fait par arrêté quelles sont les certifications environnementales 2+. Et le niveau 2 de la voie de la certification, c'est le niveau HVE. HVE, c'est la certification HVE niveau 3. Niveau 3, voie A. Donc pour certains qui sont certifiés HVE, ça parle, hein, la voie A, la voie B. Donc là, c'est le niveau 3 et la voie A. Et la voie 3, donc les infrastructures agroécologiques, ça sera une part de la SAU en infrastructure agro-environnementale. Cette diapo là détaille un petit peu plus donc par rapport à ces 3 voies d'accès. Hein, donc je rappelle que l'exploitation, elle choisit l'une des 3 voies lors de sa déclaration PAC. Donc si elle choisit la voie des pratiques agricoles et que cette exploitation, elle a des surfaces en terre arable, qu'elle a également des prairies permanentes et qu'elle a des cultures permanentes, alors il faut qu'elle je ne sais pas si ça marche là, si je mets ça, il faudra, non, j'ai pas. Donc il faut que sur chacune de ces catégories de cultures, en fait, elle atteigne les exigences soit du niveau 1 ou soit du niveau 2, que j'ai appelé ici standard ou supérieur. Donc sur les terres arables, surface en terre arable et de diversification, il faut qu'elle atteigne 4 points pour avoir le niveau 1 à 60 €, 5 points pour le niveau 2 à 80 €. Pour ces prairies permanentes, surface en prairie permanente, c'est la notion de labour qui est regardée. Si elle laboure 80, s'il y a bien entre 80 et 90% de prairies permanentes non labourées, c'est niveau 1. Plus de 90%, c'est le niveau 2. Sur les surfaces en culture permanente, c'est la notion en fait de couverture des interrangs, couverture végétale des interrangs. 3/4 des interrangs avec couverture végétale, 60 € l'hectare. 95% des interrangs avec couverture végétale, 80 € l'hectare. Donc ça veut dire qu'une exploitation qui a ces 3 catégories de culture, hein, donc là il faut entendre que c'est un et sur les surfaces en terre arable, et sur les prairies permanentes, et sur les cultures permanentes. Si elle n'a pas de prairies permanentes, bon, elle n'a pas bien entendu d'exigence à maintenir sur cette catégorie de culture. Concernant la certification, j'en dis pas plus. Donc le niveau supérieur, c'est le HVE, voilà, HVE voie A. Pour ce qu'on appelle les IAE, la 3e voie, si l'exploitation elle opte pour cette 3e voie lors de sa déclaration PAC, alors il faut qu'elle atteigne, si elle veut avoir le niveau 1, c'est-à-dire 7%, on voit pas très bien, entre 7 et 10% d'infrastructures agroécologiques sur sa SAU surface admissible. Si c'est supérieur à 10%, alors c'est 80 €. Donc voilà. Et c'est en ça que je parlais tout à l'heure d'anticipation. C'est aujourd'hui, en fait, chaque exploitation doit savoir en fait quelle voie pour quelle voie elle va opter pour pouvoir obtenir l'éco-régime niveau 1 ou niveau 2. Donc pour certaines exploitations qui sont en HVE niveau 3, voie A, bon, c'est vidu, hein, hop, ça y est, c'est fait. Mais pour celles qui optent pour d'autres pratiques, pour d'autres voies, pardon, là il faut se poser la question et prendre du temps pour ça. Après, en bas, donc il y a un bonus E qui est de 7 € par hectare. Si 6% des haies de la SAU et 6% des haies des terres arables, et que sur les haies, il y a une certification haies. Donc là encore, sur la certification haies, quelle certification va être donc là, on attend un peu plus de précision pour avoir ce qu'on appelle ce bonus haies, pour savoir quel type de certification sur les haies seront prises en compte. Concernant donc la voie 1, la voie des pratiques agricoles, donc il y a quand même un seuil de tolérance qui est mis en place.
si la surface admissible de la catégorie représente moins de 5%, c'est-à-dire que là, sur le côté gauche de la diapo, si l'une des trois catégories représente moins de 5% de la SAU admissible, alors elle est exemptée. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même une petite souplesse qui permet de dire si vraiment la culture est mineure sur l'exploitation, alors elle est exemptée pour la voie des pratiques sur cette catégorie-là. Et puis une autre précision, c'est que les lavandes et lavandins, les asperges, donc pour des cultures qui sont présentes voilà, au niveau du Vaucluse et régionalement, elles ne sont pas considérées au niveau des pratiques agricoles, je reviens sur ma diapo, elles ne sont pas en fait dans les cultures permanentes, mais elles ont été intégrées en fait dans les surfaces en terres arables et de diversification. Donc ce qui n'oblige pas, pour pouvoir percevoir l'éco-régime en utilisant la voie des pratiques agricoles pour les exploitations à dominante lavandin, ben, ça n'oblige pas de cette couverture. Donc ça a été effectivement ça a été précisé voilà, printemps cet été. Donc c'est vrai que alors là, si à chaque fois je zoome. Donc là donc là, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi 4 points? Comment on obtient 4 points? Comment on obtient 5 points sur les surfaces en terre arable et de diversification? Et bien pour obtenir ces 4 points ou ces 5 points, pour obtenir le niveau 1 ou le niveau 2 de l'éco-régime, il y a un petit tableau qui est celui-ci, qui permet de dire, voilà, donc c'est un barème de points qui permet de dire sur les terres arables de l'exploitation et de diversification, voilà, où se situe combien de points obtient l'exploitation. Donc vu comme ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, voilà, il faut s'y pencher un peu. C'est pas pour avoir fait un certain nombre de simulations sur des exploitations sur cette partie, voilà, scoring des pratiques agricoles sur les terres arables. Donc j'ai du mal à dire que c'est bon pour tout, parce que non, c'est pas vrai, mais en tout cas on l'obtient pour une majorité d'exploitations, on va dire ça comme ça. Mais il faut s'y pencher, et c'est sur cette partie-là qu'il faut avoir une anticipation. Donc ça, effectivement, il y a des outils qui permettent d'aller expertiser, effectivement, est-ce que l'exploitation arrive à obtenir les 4 points, les 5 points pour la partie terre arable et de diversification. La deuxième voie, donc première voie, la voie des pratiques agricoles, la deuxième voie, la certification. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai déjà dit. HVE, pour le bio, pour avoir le niveau à 110 €, donc en fait, pour la partie certification, il y a le niveau 1, 60, le niveau 2, 80, c'est le HVE. Et il y a un niveau, on va dire, supérieur pour la certification qui est pour les exploitations qui sont 100% en agriculture biologique, que ce soit en conversion ou en certification. Donc il y a cette possibilité de bénéficier de l'éco-régime sur l'intégralité des surfaces avec un montant de 110 € hectare. Mais par contre, il y a 2 conditions. Il faut au moins avoir une parcelle certifiée bio. Donc avoir au moins, donc ça veut dire quoi? C'est une parcelle qui n'est pas en conversion, hein, une parcelle certifiée bio et ne touchant plus l'aide à la conversion en agriculture biologique. Et que toutes les parcelles de l'exploitation soient engagées en conversion ou certifiées bio. Donc ça veut dire que les exploitations qui sont en conversion ou en agriculture biologique ou certifiées en agriculture biologique sur un atelier, voilà, ça ne fonctionne pas. Il faudra qu'elles optent pour une autre voie. Et concernant HVE et la certification, donc ça je vois que voilà, le fait enfin, il y a des précisions à avoir, c'est que pour la campagne 2023 et pour les seuls exploitants déjà certifiés HVE, voie A uniquement, donc c'est la voie des indicateurs plutôt biodiversité, au 1er octobre 2022, il y aura la possibilité d'accéder à l'éco-régime sur la base de leur certificat valide
avant le 1er octobre 2022. Pourquoi en fait il y a cette précision-là? C'est qu'il va y avoir en fait un nouveau cahier des charges de 2020 en HVE qui voilà, devait rentrer, qui devait être mis en œuvre au 1er octobre 2022, mais en fait ça va être le 1er janvier 2023. Et si vous voulez, pour pouvoir, voilà, par rapport à un calendrier, et l'arrivée de ce nouveau cahier des charges, ce n'était pas possible pour que les exploitations soient HVE, voient un nouveau cahier des charges au 15 mai. Donc il y a eu cette souplesse effectivement pour les exploitations qui sont déjà HVE, voie A, avec l'ancien cahier des charges et qui ont obtenu leur certification avant le 1er octobre 2022. Ça va? Je vous perds pas. Alors la troisième voie d'accès, les IAE. Donc première voie, pratique agricole, deuxième voie, la certification, la troisième voie, ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. Donc là, le niveau 1, entre 7 et 10% d'IAE et dont plus de 4% des terres arables, et le niveau supérieur, c'est 10%. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière le mot IAE, infrastructure agroécologique? Il y a les haies, les bosquets, les arbres alignés, les mares, les fossés, les bordures non productives, les jachères mellifères et les murs traditionnels. Donc c'est vrai que ça se rapproche quand même fortement de ce qu'il y avait dans les SIE, hein, par rapport aux critères du verdissement actuel. Donc là, dans les IAE, pour ceux qui ont fait le lien, il n'y a pas les cultures fixatrices d'azote et les cultures dérobées. Donc ça, c'est voilà, je vais passer vite, c'est les équivalences en fait, c'est-à-dire que voilà, il y a des équivalences de mètres linéaires en mètres carrés, et donc pour arriver à 7% ou 10% pour les IAE. Alors un exemple en fait par rapport aux pratiques agricoles. Donc par rapport aux pratiques agricoles, une exploitation qui a obtenu pour ses surfaces en terres arables et de diversification le niveau 1, et le niveau 1 pour les prairies permanentes et le niveau 1 pour les cultures permanentes, alors elle obtient le niveau 1. Si elle a le niveau 2 sur deux des catégories de culture et le niveau 1, alors elle a le niveau 1. Et si elle a le niveau 0 sur une des catégories de culture, alors elle n'a pas accès à l'écorégime. Donc c'est vrai que c'est assez subtil quand même. Et ça mérite effectivement si l'exploitation opte pour la voie des pratiques agricoles, de bien savoir si pour chacune des grandes catégories de culture, est-ce qu'elle atteint bien le niveau 1, voire le niveau 2. Donc ça, voilà, c'est les écorégimes. Est-ce que je continue ou je prends des questions? Je continue? Je continue. Je continue. Ah, il y a une question. Oui, ça en cumule, oui. Le bonus c'est un cumul, effectivement. Voilà. Mais par contre, c'est pas 110 plus 80. Hein. Une exploitation qui est bio, c'est 110 €. Et si elle répond bien à tous les critères, c'est 110 €. Oui, il n'y a pas de cumul. Hein, oui. Voilà. Oui. Enfin, oui, c'est ça. Oui, il faut atteindre en fait 6%. Donc voilà, 6% de la SAU, en fait, c'est les mètres linéaires qui sont convertis en surface et après ramenés à la surface globale. Ok. Allez. On va prendre 3-4 questions s'il y en a et après je continue. Du coup, moi j'avais 2 petites questions. Il y en a une sur le référentiel pour les prairies. Donc il y avait l'histoire des 80 ou 90%. C'est quoi la date du référentiel? C'est l'année dernière ou La pas? date, en fait, c'est du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N. Effectivement, on va regarder le non-labour
sur cette période-là. Donc ça a été effectivement précisé là récemment. 1er septembre de N-1, donc pour 2023, 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ok. Et j'avais une deuxième question, c'était juste sur, il y a une ou deux diapos juste avant, il y avait un point sur la BCAE 8. Les 6 pans, du coup, elles ont été réintégrées ou pas? Alors, écoutez, j'en parle tout à l'heure. Ah, Donc, ok. oui, dans la BCA 8, il y a les cultures dérobées. Oui, oui, tout à fait. Ok. Merci. C'est bon, je continue. On a fait une. Donc, les aides couplées. Donc là, on a vu tout le panel des aides découplées, les DPB, l'aide redistributive, l'aide complémentaire jeunes agriculteurs, et puis avec un gros zoom sur l'éco-régime. Donc toutes ces aides-là, ce sont des aides découplées de la PAC, maintenant des aides couplées, hein, donc ça porte son nom, dans le sens couplé, donc des aides à des filières, à des productions. Donc pas de grands changements, ou plutôt des évolutions, donc ça je vais passer assez vite. Le blé dur s'est maintenu. Tomates donc ça, ce sont des estimations, hein, les montants qui sont mis là, hein, évidemment des prévisionnels plutôt. Donc l'aide aux tomates transformées, l'aide aux chanvres, l'aide aux fruits transformés, donc qui est maintenue pour la pêche, la poire et la cerise d'industrie, l'aide aux semences de graminées, donc ça c'est des aides qui existaient déjà couplées et qui sont maintenues. L'aide aux légumineuses fourragères était déjà existante et elle est maintenue aussi avec soit pour les éleveurs ou soit pour des producteurs qui sont en contrat avec des éleveurs. Donc ça c'est maintenu. Les montants, ils sont évolutifs en fait chaque année en fonction du nombre d'hectares et puis de l'enveloppe, hein. Et la petite nouveauté, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est que les légumineuses en fait prédominantes plus les graminées en fait uniquement l'année de semis sont éligibles. L'aide aux protéines végétales, l'aide soja, pas de modification. L'aide aux protéagineux, donc il y a l'ajout du pois cassé, donc il y a les pois protéagineux, surtout ici, hein, ça concerne plutôt cette production-là. L'aide aux semences de légumineuses fourragères, donc là il s'agit d'aide de production en lien avec un contrat avec un semencier, hein. Donc là il y a eu l'ajout de certaines cultures. L'aide aux légumineuses déshydratées, donc pour un montant unitaire de 104 € hectare. Et après, donc, il y a une nouveauté, effectivement, pour l'aide couplée, c'est l'aide au maraîchage. Donc il faut bien le comprendre que c'est l'aide au maraîchage diversifié petite surface, parce que les critères sont assez précis. Il faut détenir au maximum 3 hectares de surface de SAU et détenir au minimum 0,5 hectares de culture maraîchère éligible. Donc les cultures éligibles, donc c'est de plein champ et sous serre. Donc c'est tous les légumes, les asperges, les fraises, les petits fruits rouges, pommes de terre de consommation, maïs doux. Et le montant, en fait, il est estimé aujourd'hui à 1 588 € hectare de maraîchage, hein, bien entendu. Et après, donc, il y a une nouvelle aide aux légumes secs. C'est vrai qu'on nous posait souvent la question concernant le pois chiche ou les lentilles. Il y a une nouvelle couplée pour les cultures de lentilles, haricots secs, fèves et pois chiches qui est estimée aujourd'hui à 104 € hectare. Donc là, pour la partie découplée et couplée, donc les aides du premier pilier, hein, c'est ce qu'on appelle les aides du premier pilier de la PAC, les aides couplées et découplées. Je vais faire un zoom en fait sur la conditionnalité la conditionnalité. Donc la conditionnalité, c'est quoi? Et c'est pas mal en fait de faire cette précision-là. C'est l'ensemble en fait des exigences à respecter pour bénéficier des différents dispositifs d'aide PAC. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une exploitation bénéficie de l'une des aides dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut alors, la contrepartie en fait de ces subventions publiques, c'est le respect de la conditionnalité des aides PAC. Enfin, j'insiste beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur la conditionnalité des aides PAC et pourquoi elles existent et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc on dit qu'elle est renforcée
elle a été renforcée, en fait, elle sera renforcée à partir du 1er janvier 2023 parce que en fait, les critères du paiement vert aujourd'hui, qui étaient les surfaces d'intérêt écologique, le maintien des prairies permanentes, la diversité d'assolement, a été intégré justement à la conditionnalité des aides PAC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suppression de ces exigences, elles ont été intégrées, elles ne donnent plus lieu à un paiement, mais par contre, elles donnent lieu à une exigence pour pouvoir bénéficier des aides de la PAC, ce qui est un petit peu différent. Donc là, cette diapo, qu'est-ce qu'elle reprend ? Elle reprend en fait tous les domaines de la conditionnalité. Donc toutes les BCAE, ce qu'on appelle les ERMG, voilà, tout ce qui est donc tous les grands domaines, donc l'environnement, les changements climatiques, les bonnes conditions agricoles des terres, la santé publique, santé animale et végétale, le bien-être animaux. Et puis donc d'une part, elle est renforcée parce qu'il y a l'introduction de ces critères qui étaient en lien avec le verdissement, donc qui sont introduits dans la conditionnalité dans les BCAE, c'est-à-dire bonnes conditions agro-environnementales. Et d'autre part, en fait, il y a aussi la conditionnalité sociale qui sera nouveau à partir de 2023. Alors qu'est-ce que c'est que cette conditionnalité sociale ? Donc il n'y a pas d'exigence supplémentaire par rapport au droit du travail, au contrat, par rapport au droit du travail, mais simplement en fait un exploitant pourrait être contrôlé sur l'ensemble des exigences en lien avec le droit du travail. Donc ça ne va pas au-delà, mais il pourra être contrôlé en fait sur cette partie-là, et s'il y a une non-conformité, éventuellement une pénalité sur les aides. Donc c'est vrai que la conditionnalité, donc il y a des contrôles qui sont réalisés. Donc la DDT organise et coordonne l'ensemble des contrôles et puis et détermine en fait le niveau de non-conformité, si non-conformité il y a. Donc ce que je vous disais, voilà, une nouvelle conditionnalité, je regarde l'heure, une nouvelle conditionnalité renforcée parce que les critères du paiement vert de la précédente programmation 2014-2022 sont intégrés à la conditionnalité à partir de 2023. Bon, ça, je vais passer et je vais faire un zoom en fait sur sur ce qu'on appelle les BCAE, donc les bonnes conditions agro-environnementales, qui intègrent donc le verdissement. Et il y a en fait effectivement trois nouvelles BCAE qui, pour les exploitations qui sont plutôt orientées en terre, avec des terres arables sur leur exploitation, qui sont vraiment nouvelles et importantes en fait à prendre en compte. Au total, il y a 9 BCAE, mais là, je ne vais pas détailler l'intégralité, je vais en détailler que 3, les plus changeantes, on va dire ça comme ça. Donc la BCAE 6, qui s'appelle couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles. Donc là, je rappelle qu'on est sur la partie, donc ça concerne les exploitations avec des terres arables. Donc pour les exploitations qui ont des surfaces en zone vulnérable, et bon, ça ne change pas, hein, donc c'est la directive nitrate qui s'applique. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qui est en rouge, c'est mise en place d'une couverture végétale pendant 6 semaines, entre le 1er septembre et le 30 novembre au choix de l'exploitant, et les cultures autorisées, couverts semés, repousses, mulch, canne ou chaume. Donc ça veut dire que si la terre en fait n'est pas remise en culture en fait entre le 1er septembre et le 30 novembre, effectivement il faut qu'il y ait une couverture en fait sur au moins sur maxi pas maxi mini 6 semaines. Et ça peut être effectivement là des repousses. Donc ça c'est nouveau par rapport à cette BCAE. Concernant les jachères, il n'y a pas de changement de la définition. C'est un semis ou présence du couvert au plus tard au 31 mai, non détruite avant le 31 août,
et rester en place pendant 6 mois au moins. Et puis après, pour les surfaces restées agricoles, après un arrachage de vignobles, vergers, présence au 31 mai d'un couvert végétal. Donc ça, c'est la BCAE6 avec cette couverture minimale, cette couverture pendant 6 semaines à avoir entre le 1er septembre et le 30 novembre. La BCAE7, rotation des cultures, rotation des terres arables. Alors ça, c'est voilà, il faut s'accrocher aussi pour bien le comprendre. Donc il y a 2 critères en fait, il y a un critère annuel et puis un critère pluriannuel. Le critère annuel est à l'échelle de l'exploitation et le critère pluriannuel est à l'échelle de la parcelle. Donc à l'échelle de l'exploitation, sur au moins 35% des terres arables cultivées, terres arables hors légumineuses, hors prairies temporaires, hors jachères, il faut que la culture principale de l'année N soit différente de la culture principale précédente, de l'année N-1. Donc ça veut dire que il faut que en 2023, sur 35% des terres arables cultivées, j'ai une culture différente de 2022. En fait, je dis ça, mais en fait, de suite après, je dis qu'il y a une dérogation. Mais voilà, c'est pour bien le comprendre. Mais effectivement, il y a une dérogation pour 2023 par rapport à ce critère-là, qui ne sera pas vérifié. Mais voilà, il faut vraiment le comprendre pour les années suivantes. Et après, donc, le critère pluriannuel qui sera vérifié en fait en 2025, c'est que sur chaque parcelle de terre arable cultivée sur la campagne en cours et les 3 campagnes précédentes, au moins 2 cultures principales différentes doivent être constatées. Ou si ce n'est pas possible, une culture secondaire présente chaque année. Donc c'était le cas aussi sur le critère annuel à l'échelle de l'exploitation. S'il n'est pas possible d'atteindre ce seuil de 35% de cultures différentes l'année N et N-1, alors on peut opter pour l'introduction d'une culture secondaire qui doit être en place en fait, entre le 15-11 et le 15 février. Bon, je vais passer vite là. Donc là, on pourrait se poser la question, c'est quoi une culture différente? Là, il y a encore il y a 53 ensembles différents. Et puis pour la liste des couverts semés pour les cultures secondaires, il y a une liste qui va sortir. La BCAE8, en fait, c'est le prolongement, il faut le voir comme ça, des SIE. Donc ce qu'on connaissait sous le vocable SIE, donc maintenant ça va s'appeler part minimale consacrée aux activités non productives sur les terres arables. Donc avec 2 options, soit l'exploitation opte pour l'option 1 de 4% d'éléments et surfaces non productifs, ou soit 7% d'éléments et surfaces non productifs en intégrant les cultures dérobées et les fixatrices d'azote. Donc là je reviens sur la question de tout à l'heure. Voilà, c'est ici qu'on retrouve les cultures dérobées. Donc voilà pour la BCAE8. Après, il y a des exemptions aussi pour les exploitations majoritairement en herbe. Là, il y a aussi des équivalences, mais qui sont les mêmes que les IAE, de l'écorégime pour la voie 3. Donc, concernant la BCAE8, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Donc, il y a l'obligation de maintien des particularités topographiques. Donc ça, c'était déjà le cas dans la conditionnalité actuelle. C'est maintien des haies, des bosquets et des mares. Donc les haies, c'est toutes les haies de moins de 10 mètres. Et pour les bosquets, moins de 50 arts. Donc ça a été un peu... Aujourd'hui, c'était de 10 à 50 arts. Là, c'est 50 arts. Et la taille des haies et des arbres, entre le 16 mars et le 15 août, la période a été élargie, la période d'autorisation de taille. Des exemptions par rapport à la BCAE 7 et 8.
Mais je vais passer vite parce que voilà, c'est-à-dire qu'après, en fonction de la surface, l'exploitation étant bio, en fonction de la surface en terre arable, et en plus on voit très très mal. Donc là, un ensemble d'exemptions pour savoir si l'exploitation avec des terres arables, elle est concernée ou pas par la BCAE 7 et 8. Des dérogations aussi, donc ce que je vous disais par rapport à la BCAE 7 sur le premier critère, le critère annuel des 35% de terres arables qui doivent être différentes, pour lesquelles la culture doit être différente entre l'année N et N-1. Donc là, une dérogation dès 2023. Je vais passer vite pour quand même parler des aides. Enfin, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ces BCAE, voilà, il faut vraiment si l'exploitation est concernée à des terres arables, elle n'est pas concernée par les exemptions, il faut vraiment s'y pencher pour voir si elle est OK sur la partie BCAE. Donc c'est vrai que on voit que la tendance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est éviter les sols nus l'hiver, ça force à la rotation, et donc ça suppose effectivement de travailler son assolement encore en tenant compte encore plus, en tenant compte de tous ces points-là. Les aides du second pilier, l'ICHN, donc est maintenu, peu de changements, donc pour toutes les zones de montagne et les zones défavorisées en PACA, donc voilà, peu de changements sur l'ICHN et animal et végétal, donc ça a été, c'est assez vite finalement, c'est vite pour passer sur ce point-là. Concernant la conversion à l'agriculture biologique, là également peu de changements. Il y a toujours un dispositif d'aide à la conversion sur 5 ans, donc avec une éligibilité à l'engagement des cultures en première année d'engagement ou en deuxième année de conversion, en première année de conversion ou en deuxième année de conversion. Les montants unitaires pour les surfaces engagées en conversion à l'agriculture biologique ne vont pas évoluer, sauf pour la catégorie grande culture qui passe de 300 à 350 € hectare. Et le plafonnement, donc aujourd'hui il y a un plafonnement de 15 000 € par exploitation et par an, donc ça il va être défini au niveau régional. Donc ça, le plafonnement, on n'est pas encore sûr du montant et voilà, du montant. Est-ce que ça sera plafonné ou pas? Et si oui, quel montant? Les MAEC, les aides du second pilier, les MAEC, donc là, il y aura des MAEC, des mesures agro-environnementales et climatiques, donc surfaciques et systèmes, et des MAEC forfaitaires de transition, donc elles sont en cours, on va dire, d'élaboration, de construction. Voilà. On en saura un petit peu plus peut-être au mois de janvier pour le contenu. Voilà, est-ce qu'une exploitation pourra bénéficier, demander en fait, s'engager sur 5 ans, parce que c'est des contrats sur 5 ans. Donc, autre aide, l'assurance récolte. Donc, l'assurance récolte, on sait que l'assurance récolte pourra toujours bénéficier d'une prise en charge partielle de la prime d'assurance, qui pourrait aller jusqu'à 70% de la prise en charge, avec un système qui est un peu qui est refondu, mais en tout cas, la partie prise en charge, a priori, sera maintenue. Un système de contrôle, un système de suivi des surfaces agricoles en temps réel aussi. Donc en fait 2021-2022, il y a eu des années de tests. Donc là, il y aura effectivement en termes de suivi des surfaces la possibilité d'être au plus près en fait des cultures et des couverts, la possibilité de faire des corrections aussi, et une interaction, voilà, entre l'administration, entre la DDT et l'exploitant, pour voir s'il y a des corrections à apporter au regard en fait, de ce système de suivi qui va passer a priori pendant 3 mois, c'est ça? C'est ça, juin, juillet, août. Donc la Chambre d'agriculture, voilà, accompagne
accompagne les exploitations qui le souhaitent en 2022 et début 2023 donc, pour réaliser des simulations et qui permettront de vérifier et d'anticiper son éligibilité à l'éco-régime. Ça, c'est vraiment un peu le noyau dur, un peu c'est essayer vraiment d'anticiper ça, et puis connaître ces montants d'aide PAC sur la période 2023-2027 avec l'évolution, avec la convergence des DPB. Donc l'outil qu'on utilise, à la Chambre d'agriculture, c'est un outil Mes Parcelles, c'est un simulateur qui est sur Mes Parcelles, qui s'appelle Mon Simulateur PAC, et qui permet effectivement d'évaluer, donc c'est un prévisionnel, donc là on est vraiment dans une configuration prévisionnelle, donc ce n'est pas un engagement bien entendu, mais un prévisionnel pour des aides de 2023 à 2027, donc ça permet en fait de sortir une étude avec des commentaires pour voir l'évolution des aides sur 2023 à 2027 sur la base de l'assolement 2023. Donc il y a des formations qui sont en cours sur cette thématique-là, parce que là, on prend 1 heure, mais c'est pas du luxe d'y passer un petit peu plus de temps pour bien comprendre les différents dispositifs. Donc des formations PAC qui sont destinées aux agriculteurs avec une partie individualisée, donc, où l'agriculteur, on fait une simulation des aides PAC de 2023 à 2027, ou des rendez-vous individuels. Donc ça c'est en cours de construction, cette partie effectivement rendez-vous individuel, qu'on évalue nous à peu près autour d'1h30 si l'exploitant veut avoir en fait la simulation en fait de ces aides sur son exploitation sans passer par la case formation. Donc il y a cette possibilité-là. Donc voilà, moi j'en ai fini. S'il y a des questions. J'ai été, il a fallu, le cahier des charges, c'était de tenir en 1 heure, un sujet qui est quand même, vous avez bien compris, qui est vaste. Oui. Alors bon, je suis un peu sur mon avenir est derrière moi. Oui. Voilà. Mais quand je viens ici pour le plaisir, oui, quand je vois ce que vous présentez là, même si on a fait super gros, je ne sais pas si on suit. Oui. Je ne sais pas si on suit. Ouais. Parce qu'il ne faut pas s'étonner si après un agriculteur sur 2 n'a pas de successeur. C'est la réalité. Oui. C'est dramatique. D'accord. Voilà. Ouais. Et où va-t-on si on continue? Je n'en sais rien. Oui, mais écoutez, la réalité, c'est que après, c'est notre job d'expliquer des choses complexes. Nous, notre travail, c'est d'expliquer la complexité et puis de faire en sorte que des exploitants puissent continuer effectivement à percevoir ces subventions qui est une politique européenne. Finalement, en agriculteur, actuellement, c'est surtout un chasseur de primes. Cherche quoi? Un chasseur de primes. Ça, je vous laisse. Je le dis et je suis d'accord avec moi. Voilà. Voilà, d'accord. Non, mais en tout cas, s'il faut retenir que c'est compliqué, que c'est complexe, oui, c'est complexe, effectivement, mais après, on adapte. Ça, c'est tout l'environnement. Après, on adapte à l'échelle de l'exploitation. Il y a peut-être l'exploitation, il y en a peut-être une là qui va être concernée que peut-être par 1 ou 2 diapos. Mais si on veut voir toute l'envergure, oui, effectivement. Parce que quand je travaillais, j'étais laboratoire d'œnologie, j'étais certifié COFRAC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le plus haut niveau de certification pour un laboratoire d'analyse. Voilà. Et bien en agriculture, il va falloir faire ça. C'est grave. Parce que ça n'apporte rien. Bon, bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Sur l'investissement, c'est ça? Alors là, moi, je ne suis pas trop sur ce sujet-là, mais oui, a priori, est-ce que Olivier, tu t'en sais? Oui, il y aura forcément, je parle sous ton contrôle, voilà. Donc vous pensez au PCAE, des choses comme ça?
il faudra faire un diagnostic préalable au PCAE, c'est ça que je voulais dire, où là c'est en construction. Oui. Vous avez parlé de HVE, voie A, voie B. Est-ce que c'est un peu hors sujet ou est-ce que vous pouvez en dire un mot? Est-ce que c'est voie A, voie B? Merci. Alors, là, donc, en fait, c'est pour être certifié HVE, une exploitation, jusqu'à présent, jusqu'à présent, elle pouvait opter pour deux voies, voie A, voie B. La voie B, en fait, c'est le poids des intrants, c'est le poids économique des intrants au niveau de... Donc là, on se sert d'éléments comptables, en fait. Et si elle est en dessous d'un certain seuil, par rapport au poids des intrants sur son chiffre d'affaires, alors donc c'était une façon, alors je ne suis pas une experte de HVE, mais c'était une façon peut-être un peu plus simple, il me semble. Je ne vais pas réduire, mais il me semblait que voilà, c'était une façon peut-être un peu plus simple. Il faut savoir qu'au niveau de la chambre du Vaucluse, je parle sous ton contrôle, Olivier, mais si tu sais ça, mais on a plutôt favorisé la voie A, et la voie A, c'est la voie des indicateurs de biodiversité. Voilà. Valérie, on Oui. est là, oui, et on a Alors, un expert HVE qui va expliquer encore mieux que voilà. moi. Est-ce que j'ai pas dit, est-ce que c'est Donc, correct en fait, déjà? Sur le HVE, Oui. vous avez donc le voie A, vous avez 4 onglets: la biodiversité, la fertilisation, l'utilisation là-dessus, la voie A. Et la voie B, c'est la biodiversité. Et après, c'est lié avec le chiffre d'affaires de l'exploitation, la consommation dans les intrants. Voilà. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires en Champagne n'est pas le même chiffre d'affaires dans le sud de la France, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est lié à la région. Ouais. Voilà. Et donc pour faire le lien avec la PAC, c'est que la voie B, donc je parle avec sous votre couvert, la voie B ne permettra plus, n'existera plus, je crois. La voie B n'existera plus du tout. Et donc les exploitations qui sont certifiées aujourd'hui par la voie B ne peuvent pas prétendre en fait à la certification, à la voie certification de l'éco-régime. Et ça, on en rencontre des exploitations. Elles nous disent voilà, je suis HVE. Quand on creuse un peu, elles nous disent je suis voie B. Et ben voie B, voilà, ça a été retoqué par rapport en fait à l'éco-régime. Donc ça suppose pour celle-ci de changer de voie, effectivement, de changer de cahier des charges, quoi. Oui, niveau 3. Oui, tout à fait. Oui. Oui, je vais voir. Donc vous parliez des retraites agricoles. On n'a pas parlé des personnes qui étaient en activité primaire, secondaire, des gendarmes. Ça ne change pas. Oui, donc c'est-à-dire qu'un gendarme qui touche sa retraite de gendarme et qui a une exploitation agricole en activité secondaire et qui pourrait prétendre à la PAC. C'est toute retraite. C'est toute retraite. C'est toute retraite. Hein. D'accord. Ouais. On a des jeunes retraités qui se reconvertissent et ok. Merci. Peut-être une dernière question. Dans le cadre de projets agrivoltaïques, donc de colocation entre agriculture et photovoltaïque, est-ce que les surfaces qui seront effectivement exploitées sur la parcelle seront peut-être un jour admissibles à la PAC, ou c'est complètement hors de propos, ou c'est pas d'actualité ou... Moi, j'ai pas de réponse à apporter à ça. Donc aujourd'hui, ça ne l'est pas, effectivement. Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça. Après, si c'est un sujet, c'est plus un sujet à porter peut-être par des professionnels. Mais aujourd'hui, ça, effectivement, c'est pas éligible. D'accord. Et c'est pas quelque chose qui est en discussion à ce jour au sein de la Chambre ou pas, pas encore? Je sais pas, là, il faudrait, je sais pas. D'accord. Moi, j'ai pas d'infos moi là-dessus. Non, Olivier, tu sais toi? Non. Bon. C'est pas grave. Merci.
Alors, on a discuté justement des agrovoltaïques quand on a fait la réunion pour les baux ruraux. Oui. Parce que ça pose des gros problèmes. Parce que quelqu'un qui loue une terre à un industriel à 4 000 € l'hectare, il n'en a rien à foutre des aides. Hein. Par contre, dessous, il peut travailler. Et c'est excellent pour les troupeaux. Parce que quand l'herbe est sous ombrière, le rendement double. D'accord. Voilà. Par contre, c'est vrai que si on les gars qui ont 4 000 €, pour le moment, c'est 4 000. Ça peut baisser. 4 000 € de revenus hectare, la PAC, ça ne les intéresse pas. Par contre, c'est excellent pour le sol. Et pour les troupeaux, ils adorent ça. Hein, parce que les brebis, l'été, elles sont à l'ombre. Elles peuvent manger. Okay. Vous savez ce que c'est que les brebis qui chôment? Oui. Non, j'ai eu un troupeau dans le temps et je sais ce que c'est. L'été, ils ne les aiment pas. Bon, merci de votre observation. Et est-ce qu'il y a une dernière question ou Fabien, c'est bon? Une dernière question, c'est bon? Donc, merci et